Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous parle du nom d'une voix, le ténor. Utilisé comme expression dans la langue française, le terme ténor désigne en général un chef de file, une personne importante. Ainsi, on va parler d'un ténor de la droite pour un homme politique ou d'un ténor du barreau pour un avocat. Dans le monde de la musique, ce terme désigne un type de voix qui les classe selon la tessiture, c'est-à-dire les possibilités de la note la plus grave à la plus aiguë. Traditionnellement, on a 4 types de voix, à savoir 2 types de voix pour les femmes et 2 types de voix pour les hommes selon des prédispositions naturelles en réalité. Donc si on parle des voix de femmes, on aura des voix aiguës et des voix graves. Donc le terme soprano désigne une voix de femme dans l'aigu et le terme alto désigne une voix de femme dans le grave. Pour les hommes c'est pareil, on va avoir le ténor qui est une voix aiguë pour les hommes et la basse qui est une voix grave pour les hommes. À côté de ces 4 tessitures standards, on a tout un jargon qui provient des spécialistes de l'opéra selon différents rôles. On a évidemment différents types de voix, donc vous en connaissez peut-être certaines, notamment la soprano coloratura ou la soprano lyrique. On a encore lyrico spinto. Pour les ténors, on peut trouver l'appellation Eldon ténor ou bien ténor léger. Plutôt que d'explorer cette classification assez complexe, je vous propose de nous pencher sur l'origine de cette voix, le ténor. Pour cela, il faut remonter très loin dans le passé, à l'origine du premier répertoire occidental noté, à savoir le chant liturgique ou parfois appelé à tort le chant grégorien. Dans ce type de répertoire, on va trouver ce mot ténor qui vient du verbe ténéo, autrement dit tenir, ou aussi marcher d'une façon continue, ou qui décrit une façon uniforme, une manière égale. Ce terme va faire référence à une pratique particulière qu'on va trouver dans la messe ou dans les offices, à savoir le fait que les psaumes ne sont pas lus, mais plus ou moins chantés sur certaines hauteurs. Et donc on va psalmodier, puisque la psalmodie est le terme technique qui définit cette technique, on va psalmodier ces psaumes sur une note particulière, une note tenue, donc qui ne change pas, qu'on appelle la note de récitation ou autrement dit le ténor. Dans la psalmodie, on a donc toute une série de formules abrégées pour psalmodier tous ces psaumes, puisqu'en réalité, ils ne sont pas notés note à note. On a simplement une sorte de formulaire qui décrit la première partie d'une récitation, et puis la fin, et puis le reste se passe sur une note identique, donc le ténor. Je vous propose d'écouter un exemple ici d'un psaume où vous allez entendre évidemment l'initio, cette petite montée de voix, on pourrait dire, la récitation sur ce ténor, et puis à la fin de chaque ligne, on a une petite cadence conclusive qui retourne à la note grave. Dixi Dominus Domino me, sede ad extris meis, done coramini picos tuos, scabellum pedum tuorum, virgam virtutis tuae vita Dominus exio, dominare in me. Le ténor est donc la note la plus importante, la plus présente dans une psalmodie, donc à savoir dans un monde à une seule voix, puisqu'on n'est encore pas dans la polyphonie. Même si plusieurs chanteurs peuvent interpréter les mêmes notes, on reste quand même dans la monodie. Cette signification va demeurer dans le début de la polyphonie, dans ce qu'on appelle l'organum parallèle. C'est une pratique qui est largement improvisée, on ne sait pas exactement à quand remonte son apparition, mais elle est en tout cas documentée par écrit dès le 9e siècle dans un traité qu'on appelle Musica Inkyriadis. Alors, comment ça se présente? On va avoir une voix grégorienne, qui est la voix d'autorité, évidemment, qui est chantée, et puis en parallèle, on va trouver une voix, ce qu'on appelle la vox organalis, qui va suivre exactement le même contour mélodique que la première voix, mais à une distance de quarte, de quinte ou d'octave. C'est ce que vous pouvez voir ici dans une page justement de ce traité Musica Inkyriadis, où vous avez le parallélisme qui est noté ici en vert de 2 voix. Je vous propose d'écouter un petit exemple d'organum parallèle. Nos vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum.
Quelques siècles plus tard, à savoir au début du XIIe siècle, on a une pratique documentée à Limoges et dans sa cathédrale principale, qui est donc Saint-Martial. Cette pratique consiste à avoir un organum un tout petit peu différent. Au lieu d'avoir du parallélisme, on va avoir une des voix, la voix grégorienne, le ténor, qui tient chacune des notes. Et puis au-dessus de cette voix-là, on va trouver une voix qui va faire ce qu'on appelle du déchant, qui fait simplement des vocalises, c'est-à-dire des voyelles de 3 à 10, 15 notes sur cette note du ténor qui est tenue. On va donc avoir ici cette idée du ténor comme une voix structurelle qui structure la pièce par ces longues notes égrenées patiemment tout au fil de la pièce, et donc encore une fois avec cette notion ici de ténor, de note qui est tenue dans une polyphonie. On peut écouter un extrait ici de cette polyphonie aquitaine ou de cette polyphonie de l'école de Saint-Martial, un organum qui s'appelle Lux Refulget. Dans la dernière partie de ce siècle, cette technique va être reprise et amplifiée, magnifiée par ce qu'on appelle l'école de Notre-Dame à Paris, à savoir les musiciens qui évoluent dans le cadre de la nouvelle cathédrale qu'on construit et dont on pose la première pierre en 1163. De cette école nous sont parvenus deux noms, et c'est plutôt assez rare pour le signaler, à savoir Léonin et Perrotin, qui écrivent un nouveau type d'organum, qui est donc celui de cette fameuse école de Notre-Dame. Alors comment ça se présente dans un organum à deux voix? On va retrouver notre fameux ténor, donc cette voix qui tient les notes, mais ici évidemment le système est amplifié, poussé à l'extrême, et donc on peut trouver des tenues sur 20, 30, 40 secondes, alors que la voix supérieure va faire des vocalises. C'est ce que vous voyez ici dans un manuscrit, avec un Alléluia, où vous avez des notes isolées qui sont donc le ténor que vous voyez ici, et puis au-dessus, dans une notation qui n'est encore pas tout à fait celle que nous connaissons aujourd'hui, ce qu'on appelle une notation modale, vous avez la voix qui fait du déchant, qui fait des vocalises. Je vous propose d'écouter le début de cette pièce-là, où vous entendrez très très bien le ténor qui tient et la voix en déchant qui fait des vocalises beaucoup plus rapidement. On est assez proche encore de l'univers sonore de Saint-Martial ici, mais ce qui fait la célébrité de cette école, c'est justement ces organums à 3 voix et à 4 voix, ce qui était assez inédit pour l'époque, il faut le dire. Et donc dans un organum à 4 voix, on va trouver des voix ajoutées, donc toujours notre fameux ténor, et puis un duplum, un triplum et un quadriplum, qui sont donc 3 voix qui font des vocalises au-dessus de notre ténor. C'est dans ce type de pièce qu'on va trouver un ténor qui est dilaté de façon démesurée. On peut avoir une note qui est tenue pendant 30 secondes à avoir 1 minute. Dans un exemple assez célèbre qui s'appelle le Viderunt omnes, vous allez voir que la première syllabe dure 58 secondes. Vous voyez ici le début de la partition de ce fameux Viderunt omnes, donc le ténor qui fait une seule note, qui est notée ici, et puis les 3 autres voix qui font toujours en notation modale des vocalises là-dessus. Ce de Viderunt omnes dure 58 secondes, et puis après donc quasiment 1 minute, on va passer à la deuxième syllabe, donc Viderunt, le D, et puis encore plus tard, 30 secondes après, on sera sur le runt, etc. Et là on a fini uniquement le premier mot, il y a tout un grégorien qui est mis en musique là derrière, donc la pièce dure plus d'une dizaine de minutes.
Dans les organas de Notre-Dame, on va donc trouver principalement deux types de voix, à savoir le ténor qui tient quelque chose en valeur longue, et puis les autres voix, à savoir duplum, triplum, quadruplum, qui font des vocalises. Ces voix ne sont pas distinguées par le registre, en réalité elles peuvent se croiser très très facilement. On va trouver des voix qui se distinguent à partir du XIIIe siècle avec la naissance d'un nouveau genre qui s'appelle le motet. Ce genre est issu de certaines parties spécifiques de l'organum qu'on appelle des clausules. En réalité, les compositeurs vont ajouter des textes sur les vocalises que vous avez entendus tout à l'heure, et donc on va avoir une voix qui porte ce texte qu'on va appeler motetus, à savoir la voix qui porte le petit mot en latin. Le ténor, quant à lui, ne va plus simplement faire des tenues, mais va devenir rythmique, donc un temps, deux temps, trois temps, etc. Il va vraiment s'incarner dans le rythme et non plus dans une longue tenue. Je vous propose d'écouter un exemple de motet de cette époque, ici tiré du Codex Montpellier, qui est un des manuscrits très célèbres de ce siècle, qui en contient énormément. Donc c'est le motet Puisque belle dame m'aime, Flos filius eius, qui présente deux voix, à savoir un ténor, plus ou moins rythmique, et puis une voix au-dessus qui porte un texte en français. Vous voyez ici que le mot ténor désigne plutôt une fonction, un rôle dans la composition plutôt qu'une tessiture particulière. On va avoir évidemment une longue évolution pour arriver à la définition qu'on connaît aujourd'hui. À la fin du Moyen-Âge, on va trouver principalement trois voix, le ténor, le motetus et le triplum, et puis l'ancien quadruplum des organas de Notre-Dame va devenir le contre-ténor. Alors pourquoi cette appellation contre-ténor? C'est qu'en réalité, il va être écrit contre le ténor, ça veut dire dans la même tessiture que le ténor. Contrairement à aujourd'hui où le contre-ténor est une voix bien plus aiguë que le ténor, à l'époque, ténor et contre-ténor partagent le même ambitus ou la même tessiture. Vous pouvez voir ici dans un manuscrit de l'époque la messe de Notre-Dame de Machaut, où vous allez trouver une des voix qui s'appelle triplum, l'autre ténor, et puis contraténor et finalement motetus. Machaut est actif au XIVe siècle et donc le dernier siècle du Moyen-Âge, puisqu'après on va passer à la Renaissance. C'est seulement durant cette période, la Renaissance, que la généralisation de l'écriture à quatre voix va produire les quatre voix qu'on connaît aujourd'hui. La voix aiguë va s'appeler cantus ou superius, c'est égal le nom parfois aussi discantus. Le nom ténor va rester évidemment, et puis cette fameuse voix de contre-ténor qu'on avait avant, qui se trouvait exactement dans l'ambitus du ténor, va se subdiviser, se diviser en deux autres voix, à savoir le contraténor altus, donc le contre-ténor aigu, et puis le contraténor bassus, donc le contre-ténor grave ou basse. C'est donc dans cette division du contre-ténor en deux versions, donc sa version basse et sa version haute, altus, qu'on a l'origine des deux voix qu'on a encore aujourd'hui, donc basse et alto. Ça explique aussi pourquoi cette voix alto n'est pas la voix la plus aiguë, puisque étymologiquement c'est ça que ça veut dire, alto c'est haut, mais en réalité c'est un contre-ténor haut, et donc ça explique aussi pourquoi vous avez une voix encore plus aiguë qui est le soprano. On peut regarder ici un exemple d'un manuscrit d'une pièce célèbre de la Renaissance, donc la Missa Hercules Dux Ferrare de Josquin des Prés, et vous voyez les voix ici ténor, cantus, bassus et contraténor, ou des fois c'est écrit contraténor altus ou parfois simplement altus. On peut écouter un petit extrait de cette pièce pour avoir simplement cette sonorité des quatre voix modernes en tête. L'histoire du nom des voix est évidemment encore très longue, on a plusieurs changements qui vont s'opérer, notamment pour la voix de baryton qui est à son origine la voix la plus grave qui existe, donc encore plus bas que la basse, et puis comme vous le savez peut-être, plus tard on va avoir un retournement de cette voix qui signifie aujourd'hui une voix entre la basse et le ténor.
On va trouver évidemment plusieurs discussions autour de la voix d'alto aussi, puisque pendant une époque, cette voix d'alto n'est pas chantée par des femmes, mais par des voix d'hommes, les fameux castrats. La voix de basse va aussi beaucoup évoluer, on la trouve évidemment assez tôt dans la musique religieuse, mais dans le monde de l'opéra, elle apparaît assez tardivement, puisque dans l'opéra seria du début, on la trouve pas, et elle va apparaître dans ce qu'on appelle l'opéra buffa, dans ce fameux rôle justement de Il Basso Buffo, qui est un personnage moqué, un peu ridicule, et donc ce timbre de voix est aussi associé à quelque chose de plus ridicule. C'est bien plus tard que la voix de basse va prendre son caractère très noble qu'on lui connaît aujourd'hui, et puis évidemment penser à des rôles comme celui de Wotan dans la tétralogie de Wagner, qui est donc une basse, qui a évidemment toute sa splendeur. Vous voyez donc que ce terme de ténor provient à l'origine de quelque chose d'extrêmement technique et qui a un rapport avec disons, le langage de composition des compositeurs médiévaux. Et puis par la suite, ce terme va évidemment acquérir la signification d'une tessiture particulière et non plus d'un rôle de composition. Vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et pour soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.